Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La première partie a été sur le business development. Aujourd'hui, le webinaire va parler de comment élaborer une proposition budgétaire, c'est-à-dire le budget et le narratif du budget d'une sollicitation pour l'USAID. Alors, nous vous disons bienvenue à ce webinaire et nous vous prions déjà, pour ceux qui ont rejoint déjà le webinaire, donc, de bien vouloir aller dans les chats et de mentionner votre nom ainsi que votre organisation. Nous vous remercions. Nous allons encore attendre quelques minutes, le temps que les autres puissent rejoindre le webinaire avant de commencer. Merci. Bonjour encore à tous. Comme nous disions tout à l'heure, pour ceux qui viennent de rejoindre le webinaire, veuillez saisir votre nom ainsi que votre organisation dans le chat. Il y a le menu Q&A qui est pour les questions-réponses et il y a à côté juste un autre menu qui est chat. C'est dans le chat que nous vous prions de bien vouloir saisir votre nom ainsi que l'organisation avec laquelle vous êtes. Merci beaucoup. Nous allons attendre encore une minute et puis à 14h05, nous allons débuter avec le webinaire. Bonjour et bienvenue encore. Donc, nous allons devoir commencer notre webinaire et le thème de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est comment élaborer une proposition budgétaire, le budget ainsi que et le narratif du budget pour une sollicitation de l'USAID. Moi, c'est Patrick Maèche, je suis consultant avec le projet ASAP 2. Il y a quelques informations préliminaires que nous allons vous partager. Nous vous disons encore bienvenue à tous les partenaires locaux qui viennent de nous rejoindre. Merci encore une fois d'indiquer votre organisation ainsi que votre nom dans le chat qui est en bas juste à côté de menu questions et réponses. Pour les questions et les réponses, au moment que nous allons ouvrir pour les questions, vous pourrez les saisir dans le menu Q&A, questions et réponses qui est juste en bas de votre fenêtre. Nous vous informons également que la présentation du webinaire d'aujourd'hui sera enregistrée et sera disponible sur le site du projet ASAP à l'adresse www.intrahealth.org/ASAP-ressources. Le présentateur du webinaire d'aujourd'hui, c'est encore
Dr Noba Valentin, qui est le Business Development Advisor pour ASAP RDC. Et à votre service pour le reste, pour la coordination un peu de ce webinaire, c'est moi-même, Patrick Maèche, je suis conseiller pour tout ce qui concerne les technologies avec le projet ASAP en RDC. Merci. Slide. Alors, je passe la parole à Dr Noba pour que nous puissions commencer notre webinaire. Merci à tous. Merci Patrick, bonjour à tous. Encore une fois, c'est un plaisir renouvelé de ma part de pouvoir échanger avec l'équipe de partenaires de la RDC. Alors, l'objectif d'apprentissage pour cette session, la session 2, est de pouvoir être en mesure de rédiger une proposition budgétaire, notamment le budget, le narratif du budget conformément aux procédures et aux directives de USAID. Je tiens à rappeler à toutes fins utiles que nous avons déjà organisé, dans le cadre bien sûr des opportunités de financement, nous avons organisé déjà le 6 avril 2023, nous avons organisé un webinaire qui a concerné la préparation au RFE à la soumission d'une proposition d'opportunité financière de la part de USAID. Ensuite, le 27 avril, nous avons également évoqué la composante d'élaboration de la proposition technique et du descriptif concernant, bien sûr, l'application, la sollicitation d'une RFP. Aujourd'hui, 4 mai, nous allons aborder avec vous, ensemble, la session sur la proposition budgétaire. Diapositive suivante. L'agenda que nous vous proposons, c'est de pouvoir faire un rappel des fonctions des équipes et du calendrier de proposition d'une sollicitation de USAID, notamment d'une RFP. Ensuite, le développement de la proposition budgétaire, le canevas ou le template du budget, les catégories budgétaires afférentes. Nous allons passer aux questions-réponses. Dans un premier temps, faire une pause pour les questions-réponses. Ensuite, nous allons aborder dans l'agenda le narratif du budget. Et nous allons terminer par également les questions-réponses. En guise de rappel, nous pouvons dire que dans la construction ou l'élaboration de la partie budgétaire, notamment le budget et le narratif, il faudrait véritablement que les partenaires qui soumissionnent ou qui appliquent à la sollicitation devraient se constituer en équipe. Cette équipe va pouvoir permettre de définir les rôles qui sont essentiels au succès de votre application et comment l'ensemble ou les personnels dédiés seront impliqués pour remplir leurs différentes tâches et responsabilités. Et en guise de fonction, il y a l'articulation qui va concerner également la communication transparente autour de la sollicitation. Ensuite, les équipes techniques et suivi-évaluation, les équipes de budgétisation, les ressources humaines, les équipes de conformité et les équipes chargées de relecture. Voici l'ensemble de la composante qui va s'intéresser et s'impliquer dans l'élaboration du budget. Étant entendu que les aspects techniques vont faire ressortir justement l'ensemble des activités et des sous-activités qui seront budgétisées par l'équipe budget, l'équipe finance, mais il faut reconnaître qu'il s'agit d'un programme multidisciplinaire qui implique l'ensemble des équipes, même si la partie budgétaire est sous le lead du responsable financier ou du directeur financier. Il est concevable d'avoir autour
de l'équipe de finances, les programmatiques, pour les aider à finaliser l'expression des coûts qui sont ou qui émanent, bien sûr, des propositions techniques. Diapo. Comme deuxième rappel, il faut tenir compte véritablement des délais. On avait vu ultérieurement que les délais, lorsque le RFE est lancé par USAID, à peu près, le délai tourne autour de 6 semaines. Et notre objectif de ce calendrier, c'est de pouvoir tenir compte des deadlines et de pouvoir donner la possibilité, lors de l'élaboration de la proposition, de pouvoir poser des questions de compréhension, des questions de clarification à USAID, étant entendu que pour continuer à élaborer le budget, l'USAID va vous donner un espace pour pouvoir poser les questions et pour pouvoir répondre clairement à un certain nombre de questions ou de préoccupations qui vous paraissent essentielles et utiles dans l'élaboration du budget. Diapositive suivante. Alors, en termes de développement du budget, il faut relire, il faut vraiment relire le RFE. Les instructions y sont données par USAID et examiner à quoi devrait ressembler la présentation des coûts et utiliser ou modifier en fonction des modèles fournis. Généralement, USAID, comme je l'ai dit, dans la sollicitation, le document qui permet d'écrire les propositions permet d'avoir des items, des catégories clés dans la budgétisation. Nous allons y revenir. USAID devra vous évaluer votre proposition de coût ainsi que celle de chacun de vos sous-partenaires et le niveau d'effort sur 3 points. Alors, la budgétisation, les coûts doivent être raisonnables. Les coûts sont généralement reconnus comme ordinaires et nécessaires. Ils doivent être également affectables, c'est-à-dire que les coûts sont engagés spécifiquement pour la subvention. Ils doivent être admissibles parce que ces coûts ne sont pas refusés par les conditions de la subvention et la coordination avec les autres équipes est la clé d'une élaboration budgétaire réussie. Je l'ai dit tantôt, la coordination avec l'équipe RH, la coordination avec l'équipe de conformité, la coordination avec l'ensemble des acteurs programmatiques. Diapositive. Alors ici, nous présentons un canevas de budget qui est généralement fourni par USAID. Alors, ce canevas de budget permet de voir l'ensemble des catégorisations clés qui sont proposées par USAID dans le cadre de l'application. Alors, c'est un document Excel qui a plusieurs onglets et qui permet d'avoir alors le summary qui est le récapitulatif budgétaire, ensuite les détails de l'expression des catégories de coûts du prime, si vous êtes prime, vous êtes seul. Ensuite, les détails des sous-partenaires, si ces sous-partenaires ont une enveloppe budgétaire où vous avez l'intention de pouvoir leur octroyer au-delà de 500 000 $. Dans tous les cas, voilà, nous revenons sur la diapositive du canevas. Voilà. Dans tous les cas, nous avons les détails que nous allons voir ultérieurement des différents onglets qui soutiennent le canevas de préparation du budget. Diapositive suivante. Alors, je l'ai dit tantôt, en termes de catégorisation,
nous allons voir l'ensemble des catégorisations budgétaires pour lesquelles l'expression des coûts est nécessaire et utile. Il s'agit du staff, du personnel, des avantages sociaux, des indemnités, des voyages et transports, des équipements et fournitures, des consultants s'il y a lieu, des coûts, des autres coûts directs et des coûts indirects qui soutiennent l'expression budgétaire de votre application. Diapositive, on verra les détails tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors, voici résumé le tableau récapitulatif qui permet de voir les différentes catégories budgétaires qui sont dans le canevas et qui permettent de pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans l'élaboration des budgets. Alors, le premier élément, c'est le personnel, comme je l'ai dit. Le deuxième, il s'agit des avantages sociaux. Le troisième, c'est les consultants, s'il y a lieu. Les indemnités, s'il y a lieu. Les voyages et transports. Les équipements et fournitures. Les activités programmatiques. Les sous-partenaires, si vous contractez avec des sous-partenaires. Et les autres coûts directs qui constituent pratiquement l'ossature de votre application. Donc, l'expression du total des coûts directs, d'une part. Ensuite, nous avons les coûts indirects qui sont exprimés par les coûts généraux administratifs, donc les coûts support, mais également des coûts indirects qui sont l'expression soit du NAICRA, Negotiate Indirect Cost Rate Agreement, et du taux de 10% de minimis, qui sont les deux grandes articulations qui permettent de pouvoir exprimer le total des coûts estimés. En termes de staffing et de personnel, diapositive suivante. En termes de staffing et personnel et salaire, alors il faut que vous soyez conscient des normes du marché pour les différents postes et de mettre en place des actions qui vous permettent d'être compétitif sur le marché du travail local. Il faut examiner les échelles salariales et les réviser aux besoins, faire des comparaisons au sein du marché potentiel et proposer un budget pour les postes selon les besoins pour les nouvelles subventions. Alors, faire le plaidoyer auprès de USAID pour ce qui est nécessaire pour vous assurer que vous pouvez embaucher et retenir du personnel de haut calibre ou du personnel de qualité. Mais en fait, en réalité, nous avons, dans le cadre du projet, on l'a vu dans l'expression du descriptif technique, que dans votre proposition, le staffing est très important et il est fonction, bien sûr, de l'enveloppe budgétaire qui est proposée dans la sollicitation. Alors, il est également fonction des coûts réels du marché au niveau du travail, au niveau du pays, donc qui doivent respecter le code et la législation du travail, mais également dans l'optique d'avoir des personnels de qualité, il va falloir créer l'équilibre et avoir quelques discussions avec USAID pour les plafonds de salaire que vous voulez octroyer à chaque membre clé et à chaque staff qui sont généralement à 100% sur le projet en application, en dehors bien sûr des staffs transversaux qui vont être complémentaires des staffs principaux qui constituent le statut de votre personnel. Diapositive suivante. Comme je l'ai dit, alors, généralement pour les ONG partenaires, nous focalisons sur les staffs qui sont nationaux, des nationaux dans l'expression de la sollicitation. Alors, il s'agit des staffs clés, je ne vais pas les réciter ici, qui sont les directeurs du projet,
les directeurs de programme, le directeur financier, le directeur le responsable de suivi et évaluation, les conseillers techniques qui interviennent dans le projet, jusqu'aux communautaires si vous avez exprimé de prendre dans votre staff quelques communautaires, mais également l'ensemble des autres staffs. Ce qu'il faut retenir ici, pour les personnels clés, dans l'expression du coût, c'est 100% du niveau d'effort que vous devez pouvoir comptabiliser pour déterminer les coûts des personnels clés et des staffs essentiels de votre projet. Les autres staffs qui sont transversaux, ici, vous voyez que pour les autres staffs transversaux, j'ai mis quelques pourcentages du niveau d'effort et qui vont se traduire par des coûts qui seront exprimés en fonction du niveau d'effort de chacun. Par exemple, le directeur des opérations, il n'aura pas la même si il intervient sur l'ensemble du programme. Si vous avez d'autres financements que vous aviez, donc vous allez pouvoir déterminer le niveau d'effort de ce directeur des opérations sur votre projet. Ensuite, nous avons les autres, comme je l'ai signifié, qui sont transversaux, les assistants administratifs, le contrôleur interne, les coordonnateurs logistiques, les assistants RH, assistants logistiques, les autres assistants IT, les caissiers, les chauffeurs. Par contre, les chauffeurs, eux, dans le cas de votre application, il va falloir considérer qu'ils interviennent à 100% sur votre projet. Diapositive suivante. Alors, sur les avantages sociaux, ces avantages sociaux sont généralement exprimés par la contribution de l'employeur à la cotisation pour la retraite. Donc, s'il y a lieu, si votre code législatif le permet, et si généralement votre code du travail le permet, je vous l'ai dit, et si généralement vous octroyez le 13e mois, il faut pouvoir le considérer dans votre application. Les contributions à la sécurité sociale, les indemnités de transport, les allocations scolaires, les indemnités de départ en cas de séparation, des avantages pour la santé, notamment les assurances santé, les cartes pour les crédits de communication. Diapositive suivante. Sur la rubrique des transports et voyages, alors, ici, nous considérons 3 rubriques qui concernent les voyages. Les voyages internationaux, d'une part, qui constituent une ligne à part, est essentiellement réservé à un certain nombre d'activités, notamment les conférences, qui ne sont pas exhaustives, les partages d'expériences, etc. Les voyages régionaux aussi peuvent être attribués au partage des meilleures pratiques, aux conférences, etc. Mais il faut considérer également l'ensemble des voyages et transports au niveau local, donc que nous avons attribués à des voyages domestiques, qui sont essentiellement exprimés sur les missions de supervision, de suivi des activités sur le terrain, de renforcement des capacités, etc. Donc, il faut pouvoir avoir ces lignes de catégorisation qui permettent de déterminer clairement l'ensemble des voyages que vous comptez pouvoir faire et tenir compte des taux de per diem et des tarifs pour les hébergements qui seront appliqués pour chaque rubrique. Diapositive suivante. En termes de catégorisation de coûts budgétaires, il va falloir prendre en compte également les équipements et les fournitures, notamment les véhicules, si vous l'exprimez dans votre application, les équipements non constructibles, les matériels roulants, véhicules et motos, les mobiliers de bureau, etc. Les fournitures,
de bureaux qui essentiellement du matériel informatique, les ordinateurs, les imprimantes, les consommables, alors certain nombre de dossiers, des outils de suivi évaluation, des archives, etc. La liste est non exhaustive, mais je voudrais partager quelques éléments qui permettent de clarifier en termes de catégorisation et pour lesquels il va falloir apprécier et estimer les coûts de façon raisonnable, acceptable. Diapositive suivante. Alors, les autres catégorisations budgétaires qui rentrent dans l'ensemble des composantes des coûts directs, il s'agit des activités programmatiques qui sont des activités essentielles. Alors, il faut faire la description des activités par objectif spécifique et les coûts afférents. Le rôle et la contribution des équipes programmatiques dans l'élaboration du budget est très importante. Ici, il est important que ce ne soit pas que les financiers qui puissent s'asseoir avec les drafts de conception des descriptifs et du plan de travail, des programmatiques pour réaliser la budgétisation. Leur rôle, les équipes programmatiques ont un rôle essentiel aux côtés des financiers pour l'élaboration du budget. C'est très important parce qu'il va falloir qu'ils détaillent chaque item, chaque activité avec les différents objectifs qui sont déjà planifiés et de pouvoir exprimer s'il s'agit d'une activité qui tient compte d'une mission, alors il va falloir savoir la fréquence, le nombre de personnes qui y participent, la durée de la mission, etc. Et c'est pour ça que les financiers s'accordent à avoir autour d'eux des programmatiques pour les aider à finaliser dans l'élaboration du budget et de pouvoir finaliser avec eux avant la revue qui est nécessaire. Les autres coûts directs décrivent essentiellement les autres dépenses qui sont liées au projet et qui sont parfois exprimées en coûts locatifs, les loyers, l'eau, l'électricité, les charges directes, le gardiennage, la sécurité, les frais de maintenance des véhicules, des motos, le carburant, les frais de communication, etc., qui constituent l'ensemble des coûts directs qui seront attribués dans la catégorisation des coûts directs. Diapositive suivante. Nous abordons maintenant la seconde catégorie qui est essentiellement les coûts indirects. Une fois les coûts directs déterminés et attribués aux subventions, les coûts indirects sont ceux qui restent à affecter au bénéfice de l'objectif du projet. Alors, nous avons essayé, non exhaustif également, de dégrainer les fonctions typiques de ces coûts indirects. Alors, il s'agit de l'appui organisationnel, de gouvernance organisationnelle, de l'appui à la direction exécutive, de la gestion financière et comptable, de l'approvisionnement, la gestion des contrats, les réseaux informatiques, l'audit, le conseil juridique, donc, et les assurances. Alors ici, c'est vraiment des coûts qui ne sont pas directement liés, mais qui participent, bien sûr, à l'atteinte des objectifs du projet. La politique suivante. Toujours dans la suite du concept de coûts indirects, inclut généralement les dépenses qui ne peuvent être attribuées à une seule activité. Et ici, nous avons les tarifs de coûts indirects peuvent être soumis de plusieurs façons, notamment de deux manières principales. Les partenaires préétablis qui appliquent généralement les tarifs préapprouvés à partir d'un accord négocié sur les tarifs de coûts indirects avec USAID, notamment le NAICRA, qui est une composante majeure de coûts indirects. Nous avons également le deuxième niveau, c'est les nouveaux partenaires qui n'ont pas de NAICRA, généralement, vont appliquer ce qu'on a appelé les taux de minimis, qui est de 10%,
qui est calculé à partir des coûts directs auto-modifiés. Et nous avons la méthode de calcul qui permet de déterminer le taux de de minimis et le NAICRA. Alors, je tiens à rappeler qu'on aura une autre session dans le cadre des webinaires à venir sur le déroulé, les explications approfondies sur les coûts indirects. Il semble que l'ensemble des ONG ont un intérêt particulier à comprendre et à bien comprendre toutes les explications liées aux différents coûts directs et indirects, notamment sur la notion de NAICRA et sur la notion de minimis. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'attribution du NAICRA se fait généralement pour des organisations internationales, mais parfois pour des organisations qui sont prime, qui ont déjà fait la mise en œuvre de leurs activités et qui négocient justement un NAICRA. Mais dans son applicabilité, le NAICRA est assujetti à un certain nombre de principes et de proposals qui sont parfois longs, mais qui sont déterminés et approuvés uniquement par USAID avant son application. En ce qui concerne les nouveaux ONG qui compétissent à la sollicitation et qui sont pour être prime, il est recommandé de pouvoir, dans le cas spécifique des coûts indirects, de pouvoir déterminer et proposer un taux de de minimis de 10% pour leurs différents coûts indirects. Diapositive suivante. Alors, ici, je présente un peu le calcul de 10% de minimis. Alors, ici, vous avez en exemple la durée du projet qui avoisine, qui varie entre 1 et 4 ans. Alors, vous avez le total, le coût total direct qui est exprimé dans la colonne A sur la ligne A. Ensuite, nous avons l'expression d'un certain nombre de catégories de coûts qui seront exclus du coût total et qui va permettre de donner l'expression de la détermination du coût total modifié, qui permet de calculer le de minimis. Et ces coûts exclus sont essentiellement les équipements, les coûts de location de bureaux, les portions de chaque sous-partenaire, chaque subvention au sous-partenaire qui dépasse les 25 000 $. Alors, il va falloir exprimer le coût total de l'exclusion des catégories sur la ligne B. Et pour déterminer le coût total direct modifié, qui va permettre ultérieurement de calculer le de minimis et le taux de minimis. Alors, quand vous regardez les différentes lignes, c'est l'expression du coût total l'expression du coût total. Je ne vois plus, mon écran est... Est-ce qu'on... Voilà, merci. Alors, pour calculer le coût total modifié, le coût total direct modifié qui va permettre de calculer le de minimis, c'est l'expression de la soustraction du coût total direct sur le coût total de l'exclusion des catégories de coûts. A moins B, qui permet d'avoir un coût total de C, qui sera multiplié par les 10%. Voici l'expression, je ne sais pas si vous avez bien suivi, après on y reviendra, l'expression du calcul de 10% de minimis. Mais tout ceci sera relayé ultérieurement par
des sessions d'expression en pratique sur un certain nombre d'exercices et qui vont permettre de bien comprendre et d'appliquer les coûts indirects dans le cadre de votre soumission. Diapositive suivante. Alors, les coûts partagés, généralement pour les primes, ou tous ceux qui soumissionnent à la sollicitation de USAID, généralement, seuls les fonds non US government, donc qui ne sont pas attribués par le gouvernement fédéral, peuvent être pris en compte dans la partie des coûts. Alors, l'expression des coûts partagés est importante à retenir généralement dans les soumissions et dans les sollicitations. USAID, généralement, n'est pas favorable à l'application des coûts partagés, mais si vous le faites, il va falloir alors clairement le mentionner et avoir l'approbation de USAID. Et ces coûts partagés, si vous incluez les coûts partagés parce que vous avez plusieurs financements avec d'autres partenaires autres que le gouvernement fédéral, il va falloir l'exprimer et ils sont déductibles de l'ensemble des propositions de coûts que vous devriez faire. Et c'est très important de le retenir si d'aventure vous voulez l'exprimer parce que vous avez d'autres subventions qui partagent, par exemple, le bureau avec vous, qui partagent également un certain nombre de choses, les véhicules, le matériel, les équipements. Il va falloir déduire de votre application et de l'exprimer clairement dans votre application. Déduire les coûts. Par exemple, si vous avez 50% de partage des coûts locatifs, les 50% seront appliqués dans votre application pour tenir compte, bien sûr, de la contribution de votre projet, mais également, il va falloir exprimer clairement les 52% en déductibles qui feront l'objet clairement mentionné dans votre application, que les 50% sont partagés par les autres financements. Mais en réalité, pour faciliter les choses, les coûts partagés ne sont pas véritablement exprimés dans les applications que USAID dans cette proposition d'application. Donc, c'est très important de pouvoir être plus simple, plus facile à exprimer vos coûts directs et vos coûts indirects. Diapositive suivante. Alors, ici, nous avons une expression du tableau récapitulatif qui résume l'ensemble des catégories et qui permet de voir sur les coûts directs, année par année, en fonction, bien sûr, de l'expression de vos différentes catégories que vous avez exprimées, les coûts indirects, d'une part, et le total des coûts estimés. Donc, chaque année, si vous avez une sollicitation qui varie en durée sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour chaque année, il va falloir pouvoir exprimer le détail des différentes catégories budgétaires et leurs coûts. Les coûts sont exprimés en dollars. Dans le canevas qui a été présenté tantôt, il y a dans les rubriques et les sous-rubriques les différents onglets qui permettent de déterminer le détail de ces différentes catégories qui sont exprimées ici. Mais tout ceci fera l'objet d'une session spéciale, d'une application pratique entre le remplissage du canevas du budget, le détail d'un budget d'un prime
les autres catégories qui permettent de déterminer le budget des sous-partenaires, le coût exprimé pour les activités programmatiques, le coût exprimé pour le transport, etc. Et ça, après cette session, nous aurons une session qui va pouvoir être une session pratique qui permettrait, qui donnerait l'opportunité à chacun des partenaires d'avoir un exercice pratique sur le terrain, sur l'ensemble des différentes catégorisations budgétaires. Nous aurons une session commune, mais avec des travaux de groupe qui pourront exprimer l'ensemble des préoccupations quant aux détails des expressions des coûts par catégorie. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, pour cette première partie, nous allons pouvoir prendre une série de questions pour continuer la discussion ultérieurement. Merci. Je passe la parole à Patrick pour la suite. Salut à tous. Et nous remercions Dr Noba jusque-là pour la présentation. Nous disons encore bienvenue à tous qui sont là et nous vous remercions de prendre part à ce webinaire. Et nous allons, comme nous avons écrit dans le chat, vous demander pour ceux qui ont des questions. Pour le moment, nous allons les prendre par chat. Donc, veuillez saisir les questions ou bien les besoins de clarification que vous pouvez avoir dans les chats. Nous avons remarqué qu'il y a une question qui a été saisie. Pourquoi le directeur des opérations, c'est 10%? Peut-être nous pouvons revenir à ce slide-là. Docteur Noba, nous pensons peut-être que c'était une erreur de saisie puisque les autres étaient à 100%, mais sinon, nous passons la parole à Dr Noba déjà pour répondre à cela. Donc, quelqu'un fidèle a demandé pourquoi les directeurs des opérations, c'est 10%. Est-ce que c'est vraiment 10% ou bien ça devait être comme les autres, 100%? Dr Noba. Oui, merci Patrick. Alors, dans mon exposé, j'ai exprimé et expliqué que dans le staff, le personnel qui est généralement sur le projet, il y a deux types de considérations. La première considération, c'est que vous avez votre projet qui n'a pas d'autres subventions et qui a un seul directeur, c'est un directeur des opérations qui fait partie de la catégorie des staffs qui constituent le statut de votre projet. Vous avez un seul projet. Si on considère que vous avez un seul projet, alors votre directeur des opérations, s'il est utilisé à 100% sur le projet, alors il sera considéré comme staff à part entière sur le projet. Mais si vous avez plusieurs financements, il y a des personnes qui interviennent de façon transversale sur l'ensemble de votre projet. Ces personnes ne peuvent pas être à 100% puisqu'ils fournissent à la fois des efforts sur votre projet, mais ils accordent aussi un temps sur d'autres projets. Ceux-là sont considérés en fonction du poids de leur intervention sur l'ensemble des autres projets. Il y a une rétribution qui vous permet d'exprimer et de voir combien de pourcents de son temps qu'il attribue ou qu'il dédie à votre projet de façon essentielle. Voilà un peu. Alors, j'ai dit que c'était à titre indicatif. Vous voyez que les assistants administratifs RH, j'ai mis 50%, mais ça peut être moins que 50% ou ça peut être 100% selon que vous travaillez avec un seul financement ou vous travaillez avec plusieurs financements. Merci, Dr Noba. Donc, nous comprenons que pour les directeurs des opérations, dans le deuxième scénario où il serait transversal sur plusieurs budgets, ce sera plus ou moins au prorata. Ce n'est pas écrit dans la pierre que c'est nécessairement 10%, mais comme vous avez dit, c'est à titre indicatif que vous avez mis ce pourcentage-là. Nous avons une autre question où Adélard voudrait savoir si on peut avoir une idée par rapport aux responsables des ressources humaines
Et donc, je pense que les questions sont en train de porter sur les services de support et les pourcentages qui peuvent leur être alloués. À vous la parole, Dr. Noba. Merci. Alors, merci Patrick, merci à l'intervenant. Comme je l'ai dit, alors, le responsable des ressources humaines, si vous avez un projet qui, comme je l'ai dit tantôt, qui est véritablement avec plusieurs financements, c'est le temps d'effort qu'il faut considérer. Si vous exprimez dans votre ossature, c'est pour ça qu'il est important de considérer la contribution des différents programmatiques et la structure dans la proposition technique. La structure de votre programme détermine l'ensemble, bien sûr, de l'expression des coûts. Alors, le 50%, parfois, vous aviez 50% de son temps. Il faut considérer que c'est 50% de son temps qu'il octroie à votre programme. Si c'est 100%, c'est différent. Donc, je pense qu'on est dans la même réponse que le premier intervenant sur le directeur des opérations. Vous avez vu que également les caissiers, etc., on a mis 50%, mais cela intervient pour des partenaires qui ont plusieurs financements et qui n'ont pas la possibilité pour ces personnels, en dehors des personnels clés que USAID rend obligatoire, ces autres qui sont transversaux, c'est à l'appréciation de votre structure pour voir combien de niveau d'effort et combien de taux que vous attribuez pour prendre en compte sa contribution sur votre projet. Merci, Dr. Noba. J'espère que Adelar a eu la réponse à sa question. Nous avons une autre question venant de Madame Jeanne qui demande si le coût partagé loyer utilities Internet pour l'utilisation des locaux du projet peut-il être facturé à l'USAID? Comment est-ce que le bailleur se rassure que les staffs qui ont moins de 100%, leur temps sont bien compensés par les autres programmes et qu'il n'y a point de fraude? Docteur Noba, donc il y a la question, et je pense qu'il y a deux questions de la part de Madame Jeanne Chibungu. La première, c'est de savoir le coût partagé loyer, utilities, Internet pour l'utilisation des locaux du projet peut-il être facturé à l'USAID ou pas? Oui, merci pour la question. Alors, ces coûts locatifs peuvent être facturés à USAID. Quand vous dites facturés à USAID, c'est peuvent être inscrits dans votre projet comme l'expression des coûts directs ou l'expression des coûts indirects. Mais ce qu'on souhaite, c'est de ne pas avoir une duplication. À la fois, vous mettez des coûts, les autres coûts directs qui concernent les frais locatifs, d'une part, et de l'autre, quand vous voulez faire l'expression de coûts indirects, vous appliquez. Soit vous l'appliquez dans les coûts directs ou dans les coûts indirects. Une fois ils sont dans les coûts directs ou dans les autres coûts directs, ils sont applicables. L'USAID n'est pas exclusif. Alors, la seule chose qu'il faut considérer, c'est que si vous partagez, par exemple, les coûts Internet sont des coûts directs qui contribuent justement à la mise en œuvre à travers les autres coûts directs. On a des coûts programmatiques qui sont spécifiques, qui sont directement liés au projet, mais on a les autres coûts support qui permettent de pouvoir intervenir efficacement sur le terrain, et ces autres coûts sont applicables et USAID n'est pas contre l'applicabilité, mais il faut savoir où vous le placez exactement.
Merci beaucoup, Dr Noba. Il y a une autre question qui fait un peu suite à celle-là. Il s'agit, comment est-ce que le bailleur se rassure que les staffs qui ont moins de 100% de leur temps sur le projet du bailleur, je suppose, sont bien compensés par les autres programmes et qu'il n'y a point de fraude? Donc, si je peux peut-être paraphraser la question, supposons qu'un staff a peut-être 30% sur un budget du bailleur. Est-ce que le bailleur prend la peine de vérifier que les 70 autres pourcents du staff qui sont censés être pris en compte par d'autres budgets sont également payés au staff? Merci. Alors, merci Patrick, merci à l'intervenant. Je pense qu'il y a une notion importante qu'il faut considérer ici. Quand vous voulez travailler avec le bailleur, le PEPFAR, USAID, c'est la transparence, l'intégrité, la bonne gouvernance. Si toutes ces notions qui sont et qui font la crédibilité de votre ONG ne sont pas mises en exergue pour élaborer votre budget, quand on va s'apercevoir, parce qu'il y a des moments où USAID va sur le terrain, vous pouvez l'exprimer, mais une fois on le découvre, ça va être des cas de fraude et malheureusement, ça peut faire l'objet d'un arrêt systématique du financement de votre projet. Donc, s'il vous plaît, il y a cette notion importante quand vous faites l'expression des différents pourcentages de temps que les staffs transversaux dédient à un projet USAID, de faire attention pour véritablement exprimer en toute transparence le temps d'effort qu'il met sur votre projet et le temps d'effort qu'il met sur les autres composantes pour éviter justement ces cas d'arrêt de votre subvention. Merci, Dr Noba. Nous espérons que Madame Jeanne a trouvé satisfaction pour sa question. Nous prenons une dernière question de Madame Espérance qui demande si elle pourrait avoir des éclaircissements en rapport avec la partie de chaque sous-récipiendaire dépassant 25 000 $ qu'il faut soustraire de minimis. Je ne sais pas si vous m'avez bien reçu, Dr Noba. J'en profite pour signaler à M. Jean-Louis que nous avons reçu sa question. Nous pourrons la prendre lors de la session des questions et réponses à la fin du webinaire, vers la fin. Mais la question avec laquelle nous finissons cette session pour le moment, c'est celle de Madame Espérance, donc, qui demande des éclaircissements en rapport avec la partie où chaque sous-récipiendaire dépassant 25 000 $ qu'il faut soustraire de minimis. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, ce sont dans l'expression du calcul des 10% de minimis, il va falloir extraire un certain nombre de catégories budgétaires qui avaient été déjà comptabilisées dans les coûts directs. Alors, pour ce qui concerne les sous-partenaires, parce que les 25 000 $, c'est essentiellement votre projet, dans sa mise en œuvre, va contracter avec un certain nombre de sous-partenaires. Si vous êtes confortable à contracter avec partenaire 1, partenaire 2, partenaire X, les montants, c'est le prime qui attribue les différents montants aux sous-partenaires qui participent à la mise en œuvre de leur projet. Ces attributions sont fonction de l'enveloppe globale que vous recevrez, d'une part, mais également sont fonction de votre connaissance du terrain et de votre connaissance et collaboration avec l'ensemble de ces sous-partenaires et leur efficacité et leur performance. Donc, dans l'attribution du budget aux sous-partenaires qui seront partie prenante de votre projet, globalement, dans le cadre de votre sollicitation,
si, il est clair que si le budget alloué à chaque partenaire est supérieur à 25 000 $, alors, dans le principe du calcul du de minimis, il va falloir exclure à la fois les équipements. J'ai énuméré un certain nombre de catégories budgétaires qu'il va falloir enlever. À la fois, il va falloir enlever également un certain nombre de frais de scolarité, un certain nombre de coûts qui ne seront pas calculés dans le de minimis. Comme vous le voyez, si on revient sur peut-être la slide, mais il est important de considérer que ce sont des principes de base qui sont référencés, voilà, qui sont référencés dans, non pas celui-ci, qui sont référencés par les procédures de... Ouais. Yeah, qui sont représentés par les procédures de USAID, voilà, qui permettent de pouvoir exclure un certain nombre de catégories budgétaires afin de calculer de façon correcte les coûts totaux modifiés qui permettent de déterminer le de minimis. Donc, nous avons un certain nombre, les équipements, les coûts de location, ensuite les portions de chaque sous-partenaire. Si votre sous-partenaire, vous lui attribuez 50 000 $, vous lui attribuez le partenaire 1, le partenaire 2, 40 000 $, le partenaire 3, 30 000 $, alors vous devez pouvoir comptabiliser tout ça en exclusion du calcul, en exclusion pour le calcul du coût total modifié, qui est l'expression du coût total direct moins les coûts totaux exclus, qui permettent d'avoir un montant qui est le C dans la ligne C, qui est multiplié par les 10% pour avoir l'appréciation du coût et de l'expression de minimis comme coût indirect. J'espère que c'est clair pour vous. Merci, Dr Noba, et merci pour ceux qui ont pris le temps de saisir quelques questions. S'il y a des questions qui restent, vous pouvez continuer à les saisir. Nous pourrons les prendre à la fin, vers la fin de la session. Nous passons à la deuxième partie du webinaire. Merci. Alors, la deuxième partie qui concerne essentiellement l'élaboration du narratif du budget, qui est l'expression du narratif du budget, qui est l'expression de la justification des coûts attribués à chaque catégorie. Donc, généralement, nous avons dans le request application, nous avons quelques orientations qui permettent d'écrire ou d'élaborer le narratif du budget. Une fois nous avons détaillé le budget à travers le canevas ou le template qui est partagé par USAID, nous devons pouvoir pour chaque rubrique être plus clair, avoir le détail de l'expression des différents coûts, et ce narratif est essentiellement un narratif explicatif qui décrit l'ensemble des catégories et comment l'ONG partenaire a déterminé ces différents coûts. Alors, dans sa forme, il y a une page de couverture avec l'ensemble des références, des informations qui concernent l'ONG qui sollicite l'application. Alors, nous avons l'introduction qui va également présenter le tableau récapitulatif, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exemple que j'ai proposé, le tableau récapitulatif du budget par catégorie. Ensuite, les hypothèses budgétaires qui renferment à la fois le respect des procédures de USAID et les standards nationaux. Il va également présenter l'usage du taux du dollar qui est le plus raisonnable possible. Généralement, le taux de dollar exprimé est essentiellement le dernier taux
dans les conversions qui sont proposées de façon quotidienne. Les 3 derniers mois sont valables pour pouvoir exprimer le taux. Dans tous les cas, il va falloir exprimer le taux. Alors, la justification budgétaire est la composante du descriptif ou du narratif. Parce que le descriptif, c'est le narratif détaillé de chaque catégorie budgétaire. Il va falloir l'exprimer. Généralement, USAID, dans ses références, propose qu'il soit exprimé en Word, de préférence, ou en PDF, mais pour nous, par expérience, il va falloir l'exprimer en Word, qui permettent dans l'évaluation et dans l'expression des évaluations de votre narratif, de pouvoir avoir les commentaires de USAID. Diapositive suivante. Il comprend, le narratif budgétaire comprend les explications de catégories, les descriptions et justifications de chaque poste du staff. Ensuite, de suffisamment donner des détails pour permettre à USAID d'évaluer les coûts proposés et de voir précisément comment le financement sera dépensé. La structure globale du budget détaillé doit être conforme aux exigences et aux références standards par pays. Pour faciliter la compréhension des staffs de revue, alors le narratif, généralement, par catégorie, doit être exprimé de façon claire, doit pouvoir permettre à tous ceux qui doivent faire la revue de pouvoir s'assurer qu'ils suivent généralement le bon format du budget Excel détaillé et ne pas pouvoir alourdir les différents calculs mathématiques. Et il faut être succinct, précis et expliquer pourquoi vous justifiez justement le taux des coûts proposés. Généralement, ici, c'est une occasion, une opportunité, comme l'ont exprimé certains partenaires. Si vous attribuez un coût qui s'apparente à un niveau d'effort de 30%, il va falloir expliquer. Par exemple, on a parlé de la question du directeur des opérations. Pourquoi 10%, pourquoi 30%, pourquoi 40%? Donc, ce sont des détails qui permettent de faciliter les revues, d'une part au sein de l'équipe, mais également de permettre une bonne appréciation de votre soumission de la partie budgétaire auprès de USAID. Diapositive suivante. Alors, ce sont des exemples de narratifs qui s'expriment en fonction, bien sûr, des catégories budgétaires qu'on a initialement détaillées. Alors ici, on voit un exemple, mais ça concerne également les transports, mais ça, c'est un exemple qui concerne les voyages internationaux. Donc, l'élaboration du narratif doit être très explicite, avec des détails, avec, comme je l'ai dit ici, votre voyage doit prendre 5 jours. Il va falloir expliquer la durée de votre voyage, les taux de per diem qui sont appliqués. Ensuite, il va falloir également déterminer les lieux et déterminer également la pertinence de ce voyage, que ce soit un voyage international ou un voyage domestique. Il va falloir élaborer et expliquer le motif du voyage et le nombre de personnes qui doivent couvrir ce voyage sur l'ensemble de l'année. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, lorsque vous avez fini d'élaborer votre descriptif ou votre justificatif qui est en corrélation avec le coût de chaque catégorie de dépenses,
qui était formulé dans l'Excel, le canevas Excel, il va falloir consolider l'ensemble des deux composantes, notamment le document Excel et le descriptif, donc le narratif, pour permettre à tous ceux qui font la revue de pouvoir faire la revue. Alors, lorsque vous avez finalisé les deux, l'ensemble des documents, c'est-à-dire le canevas du budget, le template, ensuite le descriptif, qui, pour le nombre de pages, n'est pas exigible, mais qui doit être relativement court, succinct, et qui permet une bonne clarification des calculs qui ont été utilisés en guise d'expression pour les revues et pour faciliter justement la vérification et minimiser véritablement les risques d'erreur. Alors, une fois tout ceci est fait, il va falloir s'asseoir avec l'ensemble des autres équipes et pour soumettre votre application dans un délai raisonnable. Donc, il va falloir prévoir suffisamment de temps pour la finalisation avec les vérifications. La partie budgétaire étant la partie la plus sensible, il faut vraiment une bonne vérification et il faudrait véritablement que toutes vos expressions de calcul sur la version Excel soient en adéquation avec les chiffres et les expressions budgétaires qui figurent dans le narratif pour éviter toute confusion et tout risque d'erreur avant sa soumission. Alors, la soumission complète, elle intervient à la fois sur l'ensemble des documents, le descriptif technique, l'ensemble du budget dans son expression à travers le canevas Excel qui a été distribué et attribué par USAID, mais également le descriptif qui va avec la catégorie budgétaire et l'expression des coûts par chaque rubrique et le coût total tel que proposé par USAID pour lesquels vous avez pu éclater et en faire une expression de catégorie de coûts et de dépenses à soumettre pour que votre application soit une application qui puisse être compétitive et qui puisse permettre que vous puissiez gagner l'application et faire la mise en œuvre. Donc, il faut respecter les délais, il faut pouvoir soumettre l'ensemble des documents 24 à 48 heures avant la date limite. Assurez-vous que l'adresse email est correcte, copiez les autres dans votre organisation, examinez la sollicitation et tenez compte, bien sûr, de toute restriction de taille, d'email et d'autres instructions de soumission. Demandez un accusé de réception au donateur. Une fois que vous avez soumis l'ensemble du paquet de documents, il est important que vous puissiez avoir un accusé si besoin pour être sûr que votre application a été soumise dans le délai. Voilà un peu présenter l'expression de la déclinaison du narratif et de son écriture. Étant entendu que nous aurons ultérieurement d'autres sessions qui vont permettre de faire les phases pratiques dans son applicabilité et pour voir comment on construit le narratif budgétaire et une expression, surtout la composante des catégories de dépenses à travers le document Excel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Noba, et merci à tous pour votre participation, une grande participation. Et nous remercions ceux qui ont pu poser des questions. Nous avons 2 questions qui étaient en souffrance. La première venant de M. Jean-Louis, demandait quand l'USAID ne prend pas les 100% des salaires du personnel clé, ces derniers peuvent-ils travailler à moins de 100%, 80 ou 70% selon la grille salariale de l'ONG? Alors, allez-y, Dr Noba, merci, si vous avez bien saisi la question. Alors, la question est de savoir si un staff
de l'ONG qui ne travaille pas à 100% sur le projet, quelle est l'expression de son pourcentage qui sera attribué? Je n'ai pas été, je voulais clarifier la question, encore une fois, Patrick. Je relis la question. Quand l'USAID ne prend pas les 100% des salaires du personnel clé, ces derniers peuvent-ils travailler à moins de 100%, 80%, 70% selon la grille salariale de l'ONG? Il n'a pas précisé s'ils peuvent travailler moins de 100% pour le projet concerné ou bien de manière globale. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit clair. Les personnels clés sont dédiés à 100%. Ce n'est non négociable pour USAID. Donc, ils ne accordent leur temps de travail que sur le projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la soumission, les personnels clés de votre organigramme, de votre ossature pour la mise en œuvre du projet ne doivent pas être des personnes qui fassent des doublons et qui travaillent ailleurs. Alors, je crois qu'on a listé un certain nombre de personnels clés pour lesquels USAID est exigible et qui demande que ces personnes soient à 100% sur le projet. On a le directeur du projet. On a le directeur adjoint ou le directeur technique. Parfois, on a les deux. On a le directeur du projet, on a le directeur adjoint, on a le directeur de programme ou le directeur technique. On a le directeur financier. On a également le directeur ou le chargé de suivi-évaluation ou le manager de suivi-évaluation qui sont considérés comme des personnes clés qui sont à 100%. Au-delà de ces personnes clés pour lesquelles leur, j'allais dire, admission définitive sur le projet font l'objet d'un accord préalable de USAID, nous avons les autres catégories de personnel qui sont également des personnels non moins importants, mais qui sont dédiés à la mise en œuvre du projet, qui ne peuvent pas être à la fois sur le projet et d'autres projets. On peut avoir le conseiller technique, par exemple en OEV, qui va dédier 100% de son temps sur le projet. En dehors de ceux-là, les autres qui sont transversaux ne sont pas considérés comme des personnels clés et qui ne peuvent être assujettis à aucune restriction. Cependant, il faudrait que vous puissiez, comme je l'ai fait dans l'exemple, quand un personnel est à la fois sur le projet et sur d'autres projets, il faut exprimer le pourcentage de son temps et la contribution des ressources humaines pour le calculer justement sa rémunération mensuelle et annuelle est de mise pour parfaire en toute transparence l'élaboration d'une sollicitation qui puisse être acceptée et confortable pour USAID. Merci. Merci, Dr Noba. Nous allons prendre une dernière question. Juste avant ça, je vais rappeler que nous avons quelques webinaires qui vont reprendre d'ici, que nous allons avoir prochainement. Il y a un webinaire en anglais le 15 juin 2023 sur les coûts indirects. Nous aurons le même webinaire sur les coûts indirects, mais en français, qui sera tenu à une date en juillet dont vous pourrez prendre connaissance sur le site de ASAP qui a été copié dans le chat. Et nous aurons également le mois prochain un webinaire en français sur la communication. Les détails pourront être trouvés sur le site du projet ASAP. Nous prenons la dernière question qui est de savoir de M. Joël qui demande comment faire participer le nouveau bailleur au financement entre parenthèses remboursement du loyer dans la mesure où le sous-bénéficiaire paye son loyer d'1 an de manière anticipée. Donc, si le sous-bénéficiaire a une entente avec son bailleur, son landlord pour payer l'année entière et qu'un nouveau projet venait, est-ce qu'il est possible de faire participer les nouveaux bailleurs au financement ou au remboursement des mois concernés ayant été payés de manière anticipée? Merci.
Alors, j'aimerais bien, je n'ai pas encore une clarté de la question de Joël Kalala. Donc, il faut qu'il soit un peu plus explicite. Est-ce qu'il s'agit, vous avez un projet qui est en cours pour lequel le sous-partenaire a payé déjà une année de loyer? Amen. Ça? Docteur Noba, si je comprends bien, c'est-à-dire que le sous-bénéficiaire ou le partenaire est déjà dans un immeuble et l'entente avec l'immeuble, c'est que, par exemple, ils ont payé le loyer de janvier à décembre et qu'il y a peut-être un projet ils ont déjà versé le loyer pour toute l'année au propriétaire de l'immeuble et qu'ils ont un projet avec un nouveau bailleur de fonds qui commence au mois de mai. Et ce projet, normalement, prend en charge une partie du loyer, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on gère le fait que les fonds étaient déjà versés, mais de manière anticipative, mais que le projet ne commence qu'en mai, par exemple? Si j'ai bien compris, c'est ça la question. Monsieur Joël, si ce n'est pas cela, merci de saisir rapidement les détails dans les chats parce que nous sommes en train de toucher à la fin de notre temps prévu pour ce webinaire. Merci. Alors, oui, je pense que je vais aller rapidement. S'il s'agit d'un projet pour lequel le bailleur autorise ou a déjà autorisé le paiement d'un loyer annuel et que en ce qui concerne le projet USAID, alors, je pense qu'il faut qu'on soit... c'est pour ça, bien sûr, que USAID, pour les partenaires, je crois que je vais être un peu plus simple, pour les partenaires locaux, les ONG partenaires. Généralement, vous avez vu quand j'ai exprimé, alors il y a quelques complexités et parfois qui créent des doublons pour lesquels USAID n'est pas confortable dans sa contribution à un certain nombre de catégories de dépenses. Lorsque vous avez un loyer que vous avez anticipé et qu'un bailleur est favorable à ce que vous payez une année de loyer, donc vous l'avez exprimé, en ce moment-là, dans votre soumission, si vous devez prendre en compte le coût locatif, puisque l'expression pour USAID est claire, chaque année, il va falloir exprimer les dépenses. Il est clair que vous devez le mentionner que ce loyer est déjà pris en compte par le partenaire A, qui, à mon avis, s'il n'est pas partenaire si ce n'est pas un financement de USAID, pour lequel je m'étonnerais que USAID autorise qu'on puisse payer un an de loyer, ce qui veut dire, dès l'instant où vous avez déjà consommé en payant un an de loyer, si vous avez une application à soumettre à USAID, alors il sera déductible. Il n'y aura pas une contribution ou un remboursement de la part de USAID, ce qui me paraît très clair. Alors, il va falloir le mentionner que pour l'année 1 de votre intervention, le coût locatif est assuré par un bailleur Y et qui vous permet d'être opérationnel sur le terrain. Si, pour l'année 2, vous devriez exprimer le coût partagé, il va falloir l'exprimer clairement à USAID qui va pouvoir considérer, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de pouvoir exprimer sur votre proposition de coût
effectivement que vous êtes contributif du loyer. Mais si vous avez déjà anticipé que vous payez pour l'année 1, il n'est pas préférable de pouvoir encore demander à USAID de pouvoir vous rembourser puisque vous utilisez le même local. Est-ce Merci que beaucoup. je parais être clair? Merci beaucoup, Dr. Noba. Je pense que cela a été clair. Et donc, je pense que si ça devient un peu plus complexe, il serait conseillé de peut-être parler avec le répondant direct, si vous, soit du Prime, soit de l'USAID directement, selon le format de la circonstance. Nous disons merci à Dr. Noba pour une grande présentation. Nous rappelons que l'enregistrement sera disponible sur le site de ASAP, qui a été partagé dans les chats. Nous remercions toute l'équipe du siège qui nous a aidés pour l'organisation de ce webinaire et nous disons merci à tous les participants. Au revoir.